Dans l'informatique, je constate que plus le temps passe et plus la qualité de vie au travail s'améliore. Les bureaux sont en constante évolution, on voit de plus en plus émerger des machines à café gratuites à grains, de l'eau gazeuse, des salles d'isolation sonore, la possibilité d'avoir du télétravail en quantité correcte, et c'est sans compter les nombreux avantages que les entreprises peuvent proposer, comme par exemple le remboursement de la carte de transport ou d'une partie des frais de déplacement pour venir au boulot. Et malgré tout ça, il est probable que tu fasses partie de ces développeurs qui rendent du travail alourdi, comme si la journée de travail était vraiment fastidieuse pour pas grand chose, t'as pas spécialement envie d'y retourner le matin. Et là ça va être vachement étonnant, mais une de ces raisons ça peut être la qualité de vie au travail malgré tout. Et c'est principalement dû au fait que la qualité de travail qu'on te laisse injecter dans le projet aujourd'hui, c'est la qualité de ton environnement de travail demain en tant que personne qui bosse dans l'informatique. Moi c'est Raphaël et ce que je vous propose dans cette vidéo est pas mal lié à mon expérience en tant qu'ingénieur informatique, notamment du côté développement de l'informatique. Si tu es d'un autre métier de l'informatique comme par exemple réseau, testeur ou tech support, peut-être que ton point de vue va corroborer ou peut-être qu'il va différer, alors n'hésite pas à le mettre en commentaire pour que les personnes qui ne connaissent pas le monde de l'informatique aient une vue d'ensemble grâce à ce que tu vas proposer. Et du coup, si jamais tu es développeur, tu vas très vite comprendre où est-ce que je veux en venir quand je dis que la qualité de code que tu vas injecter dans le projet aujourd'hui est la qualité de ton environnement de travail demain. Bah oui, si on te demande de faire ton boulot à la va-vite, tu vas pas être en capacité de créer les fonctions et de découper ton code correctement pour faire en sorte que ça soit réutilisable la prochaine fois qu'on te demande des choses similaires. Malheureusement, la raison pour laquelle on te laisse très peu de temps pour faire du code de qualité est relativement compréhensible si on prend un point de vue extérieur. Notre métier a un gros défaut, c'est que les personnes qui nous demandent des choses, eux, ne voient que la fonctionnalité, la finalité de notre développement. Quand on nous demande par exemple affiche un chaton sur l'écran quand je clique sur un bouton, alors ils imaginent qu'on tape du code spécifiquement pour arriver à ce résultat lorsqu'on clique sur le bouton. Or, quand on nous demande une fonctionnalité, nous en réalité ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur toutes les couches transverses qui permettent d'arriver au résultat de cette fonctionnalité. Autrement dit, un exemple pour simplifier, on va travailler sur le back-end, sur le front-end, sur la base de données. Or, j'ai pu constater dans ma carrière que la voix des développeurs était assez peu entendue sur ce sujet. Du coup, on demande souvent aux développeurs de faire un travail rapide pour fournir des fonctionnalités rapidement, le projet s'alourdit de jour en jour et devient de plus en plus difficile à manipuler, et au bout d'un moment les développeurs ont l'impression qu'on leur demande de courir un marathon avec des bottes de plomb, ce qui fait baisser largement leur motivation et leur bonheur au travail. Pour être capable de s'attaquer à ce problème, il faut être capable d'en comprendre les causes. La première remonte à très loin, c'est ce que j'appelle le traumatisme des années 90 du monde de l'informatique. À cette époque-là, l'informatique c'était tout nouveau, c'était le tout nouvel Eldorado, et on a donné carte blanche à pas mal de personnes du milieu technique pour monter des projets. Les entreprises injectaient facilement des millions d'euros dans ces projets, et souvent ils étaient délivrés au bout de 4-5 ans voire plus avec des fonctionnalités qui ne répondaient pas du tout aux besoins des utilisateurs. Ça a traumatisé le monde de l'entreprise tout entier et pour éviter de retomber dans ce genre de travers, ils ont fait l'extrême inverse. Désormais on est dans un monde qui est pas mal orienté feature only, c'est-à-dire qu'on va surtout budgétiser des features et qu'on va laisser aux développeurs seulement le temps de développer ces features et rien de plus. Or une des difficultés de l'informatique, c'est que pour les gens qui ne bossent pas dedans, c'est un peu comme une boîte noire et donc ça devient très difficile de faire comprendre que notre capacité à avancer sur un projet dépend de la qualité du projet et de la qualité de code notamment. Du coup c'est facile de se retrouver dans une situation où nos interlocuteurs non techniques ont du mal à comprendre notre position ou alors n'ont pas envie d'essayer de la comprendre. Maintenant une autre cause qui joue pas mal contre nous justement, c'est qu'on est assez mauvais communicants. Bah oui, à titre d'exemple, est-ce que tu avais pensé une seule seconde avant de regarder cette vidéo de communiquer la chose comme étant mauvaise qualité de projet égale mauvaise qualité de vie pour le développeur? D'expérience, quand j'ai vu des équipes techniques vouloir transmettre des sujets de dette technique ou de qualité de code à des interlocuteurs non techniques, au mieux je voyais une corrélation entre une mauvaise qualité de code et des bugs en prod. Au pire, je voyais des discussions bloquées sur le côté code dégueulasse, ce qui du point de vue de l'utilisateur n'est pas spécialement important. L'utilisateur, si le code est dégueulasse mais que tout fonctionne bien, après tout il n'y a pas raison de s'en inquiéter. C'est ce qui fait que certaines personnes nous voient un peu comme des artistes capricieux. D'ailleurs j'emploie pas le terme au hasard, ça m'est déjà arrivé qu'un de mes interlocuteurs non techniques me dise oui, vous les développeurs, vous êtes un petit peu des artistes, vous voulez faire les choses dans l'art et la manière. Le truc c'est que nous on n'a pas le temps, on n'a pas le budget pour ça, il faut juste que les fonctionnalités fonctionnent correctement. Donc si c'est dans l'ADN de ton entreprise de presser les délais pour que tu développes les choses rapidement, que les sujets de dette technique ne soient jamais un sujet avec ton manager, ton chef de projet, et que la demande d'un éventuel budget technique pour faire du refacto est un tabou, il y a fort à parier que tu sois dans ce genre de conditions. Parce que quand on te laisse pas le temps de faire du travail de qualité sur le plan technique, en réalité on va te faire du boulot ciblé. C'est-à-dire que ton code va être fait rapidement pour cibler la fonctionnalité qui est demandée, tu n'as pas le temps de travailler correctement sur les couches transverses, et donc ton code ne va pas être réutilisable facilement par toi ou les développeurs suivants. Sur un projet from scratch c'est pas trop grave, mais ce code là va devenir petit à petit du code legacy. C'est le code que tu retrouves souvent lorsque tu intègres un projet qui existe depuis au moins 5 ans, et intervenir sur ce genre de code c'est très compliqué. Une fonctionnalité que tu aurais développée en une demi-journée sur un projet from scratch, tu vas peut-être te retrouver à la développer en plusieurs jours voire plusieurs semaines sur un projet legacy spaghetti. Et le truc c'est que ça rend le boulot ingrat. Déjà de ton point de vue, tu sais très bien que tu
pourrais développer les choses plus vite si le projet était de qualité. Tu vas passer pas mal de temps à chercher comment réussir à développer la fonctionnalité dans le tas de spaghettis qu'est le code legacy, et ça va vraiment te saouler. Et surtout, tu as bien évidemment conscience du temps que ça te prend, donc le fait de le délivrer au bout d'une semaine ou deux, ça te rend pas spécialement fier. Et de l'autre côté, et c'est pour ça que c'est super ingrat, c'est que l'utilisateur aussi, le chef de projet aussi, se rend compte que la fonctionnalité est relativement simple. Cliquer sur un bouton et afficher un message, ça devrait pas te prendre plus d'une heure ou deux, et pourtant tu vas mettre des jours voire des semaines à le délivrer. Donc en fait, tu auras personne pour te remercier de ton boulot. Les équipes utilisatrices qui demandent des nouvelles fonctionnalités, elles voient qu'elles vont mettre énormément de temps à être développées, ça les saoule de devoir attendre 6 mois pour qu'une feature arrive sur leur logiciel, et donc au mieux tu la délivres à temps et c'est tout, et au pire il y a du retard et on vient t'engueuler, encore pire si jamais il y a des bugs qui sont provoqués par le développement de cette fonctionnalité. Or la deuxième conséquence qui devrait aussi inquiéter l'employeur, c'est que ça a aussi des conséquences psychologiques sur les gens qui sont utilisateurs des logiciels développés par les équipes techniques. Parce qu'au fur et à mesure que ce genre de projet évolue, au bout d'un moment, on ne peut plus garantir le fait que les fonctionnalités soient cohérentes dans le logiciel. Et je l'ai déjà vécu, deux boutons censés faire la même chose, à des endroits différents du logiciel, s'avéraient faire des choses légèrement différentes. Bah oui, comme elle s'insère à des endroits différents du projet et qu'on a fait que du code ciblé pendant toute la vie du projet, il était impossible de récupérer des bouts de code de couche transverse. Le code a donc été copié-collé pour le deuxième bouton, mais au fur et à mesure des évolutions du logiciel, il y a certaines modifications qui n'ont pas été impactées sur l'un des deux boutons, ce qui provoque des différences. Et le pire, c'est que les utilisateurs ne s'en sont rendus compte qu'à partir du moment où cette différence a eu un impact critique pour le business de l'entreprise. Ce genre de situation, en fait, c'est vachement plus fréquent qu'on ne le pense. C'est pas rare de voir des bugs apparaître parce qu'on a fait une fonctionnalité mais le bug n'a rien à voir avec la feature. Maintenant, on va parler des conséquences plus directes pour ton employeur. Je vais mettre de côté les conséquences assez évidentes d'un point de vue business et prod, même si pour aller très vite du code de mauvaise qualité, ça signifie plus de bugs en production et un plus grand risque de bugs critiques pour le business. Un risque également dans la capacité pour l'entreprise d'évoluer technologiquement parce qu'un code de mauvaise qualité, au bout d'un moment, atteint sa fin, c'est-à-dire qu'il devient impossible à un moment de développer une fonctionnalité clé pour le business futur de la boîte. Je n'exagère pas, c'est déjà arrivé dans une entreprise dans laquelle je suis intervenu. Là, je vais plutôt me concentrer sur des conséquences qui sont un petit peu plus humaines, c'est-à-dire les conséquences sur les développeurs et les équipes techniques, et quel impact ça peut avoir bien évidemment sur les chiffres de la boîte et le business. La première conséquence, c'est le turnover des équipes techniques. Les gens vont s'ennuyer sur le projet, ça va devenir de moins en moins agréable de travailler sur le projet, ils vont partir du projet. Donc si l'entreprise a de la chance, le turnover va être linéaire, c'est-à-dire par exemple que sur une équipe de 15 personnes, il y a 2-3 développeurs qui partent par an. À ce moment-là, le coût du turnover peut être assumé par l'entreprise, le coût de recrutement, le risque que ça représente à chaque fois d'embaucher quelqu'un de nouveau, le coût de formation des nouveaux développeurs sur le projet. Mais si l'entreprise n'a pas de chance, il se peut que le turnover soit brutal. La cocotte mis debout et au bout d'un moment, il y a pas mal de personnes qui vont partir d'un coup. Il se peut par exemple qu'une personne clé sur le projet s'en aille. Par exemple parce qu'elle servait de vecteur social dans l'équipe ou parce que c'était un référent majeur sur le projet. Les autres personnes de l'équipe vont peut-être se dire si cette personne-là s'en va, c'est sûr et certain, on est cuit. Parce que le projet étant déjà de mauvaise qualité, là avec cette personne clé qui part, c'est terminado. Il y en a qui vont fuir la surcharge de travail que va représenter ce départ et donc effet boule de neige, les autres vont partir pour fuir la surcharge de travail que va représenter les départs qui ont eu lieu avant. Et les récits d'équipes qui fondent de moitié, voyant partir avec ces départs toutes les connaissances sur le projet, c'est vraiment pas une chose de rare. Un tel turnover sur un projet, c'est souvent fatal, hein. C'est-à-dire que les nouvelles personnes qui vont être recrutées sur le projet, en plus de tomber sur un projet vraiment pas top, ils vont devoir se former eux-mêmes parce que souvent sur ce genre de projet, il n'y a pas de documentation et il n'y a plus de référents qui ont suffisamment de connaissances pour pouvoir les former. Ce qui risque de provoquer encore plus de turnover et surtout une incapacité de maintenir les murs en place, le projet va s'écrouler. L'autre conséquence tout aussi grave pour le portefeuille de l'entreprise et pour le business, c'est que il y a des développeurs, ils vont pas partir parce qu'ils ont des projets à sécuriser comme le remboursement du crédit d'une maison, parce qu'ils préfèrent se focaliser sur leur vie de famille, ou tout simplement parce que c'est pas le premier projet de mauvaise qualité sur lequel ils tombent et qu'ils n'ont plus du tout espoir de tomber sur un projet de qualité en bougeant de l'entreprise. Alors ces personnes-là vont décider de rester sur le projet malgré la mauvaise qualité et du coup les mauvaises conditions de travail que ça représente pour eux. Sauf que pour survivre à une telle situation, psychologiquement parlant, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se détacher du projet. Ça veut dire moins d'implication, ça veut dire moins d'amour à faire du travail efficace, et donc en plus qu'il est déjà énormément plus long de développer une fonctionnalité si on est à fond. Souvent, ce que j'ai pu constater sur les projets les pires techniquement parlant, c'est que les gens qui y bossent, vraiment, ils y vont à la cool. Mais c'est pas qu'ils en ont rien à foutre de bosser efficacement. Je pense qu'au fond d'eux, ils aimeraient vraiment être efficaces et fiers de leur travail, mais comme on ne les laisse pas faire, et du coup,
ils y vont vraiment mollo parce que s'ils s'impliquent dedans, forcément, psychologiquement parlant, ça va être difficile. Impliquer mais pas écouter, c'est dur à accepter. Troisième conséquence qui a aussi un impact sur le portefeuille des entreprises, mais qui pour le coup est la pire des conséquences humaines que peut représenter ce genre de problématique, c'est le bore-out. Le bore-out, c'est les mêmes conséquences que le burn-out, hein, c'est une maladie du travail, c'est une incapacité à travailler. Une cause fait que le cerveau est tellement tapé par le travail qu'on n'arrive plus du tout à le prendre en main. Sauf que là où le burn-out est provoqué par trop de travail et donc être omnibulé tout le temps par le travail, le burn-out c'est plutôt une sous-stimulation au travail. On le présente souvent comme le patron ne donne pas de travail, donc du coup on s'ennuie et on part en burn-out, mais en réalité le burn-out ça peut être aussi de l'ennui dans le travail. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de travail en quantité, mais par contre en termes d'intérêt intellectuel, en termes de stimulation psychologique, on est vraiment au plus bas et donc au bout d'un moment on crame. L'impact est multiple, hein. La personne qui part en burn-out, souvent elle quitte l'entreprise à la fin de son arrêt de travail et souvent ça passe par une négociation de rupture conventionnelle, c'est rarement une démission. D'un point de vue d'image de l'entreprise, ça en met un coup parce que quelqu'un qui part en burn-out, souvent ça veut dire un mauvais management, mauvaise gestion de l'entreprise, etc. Et ça, les personnes qui bossent pour l'entreprise en ont conscience. Et en plus, même si la personne démissionne ou qu'elle passe en rupture conventionnelle, ça peut quand même se retourner contre l'employeur au prud'homme, parce que tout comme un burn-out, l'employeur peut être tenu responsable de la maladie professionnelle et donc du coup peut considérer que l'employeur n'a pas tenu ses responsabilités de protéger le salarié de ces risques. J'ai pu constater d'ailleurs souvent que lorsqu'il y avait un sujet de burn-out ou de bore-out, l'employeur avait tendance à chercher des justifications en dehors du travail. La question qui est la plus souvent posée, c'est de savoir s'il y avait des antécédents psychologiques qui pourraient justifier que la personne parte en burn-out ou en bore-out, tandis que d'autres collègues ne partent pas en bore-out ou en burn-out. Alors bien évidemment, on est tous différents, on a tous des vécus différents, ce qui explique bien évidemment en partie qu'on ne part pas tous en bore-out ou en burn-out en même temps, ou d'ailleurs même pas sur le même projet, mais il faut quand même rappeler que ces phénomènes sont reconnus comme des maladies du travail, c'est-à-dire que le point déterminant qui fait qu'on en est victime, c'est le travail. Sans travail, pas de bore-out, pas de burn-out. C'était une petite parenthèse, mais je trouvais important de le rappeler. Maintenant, si tu es dans ce genre de situation, je te propose quelques pistes de réflexion pour savoir comment réagir à ta situation professionnelle actuelle. Déjà, il faut faire un reality check de ta situation dans l'entreprise et de la mentalité de ton entreprise vis-à-vis de ton travail. A priori, si tes locaux sont de très bonne qualité et que tu vois que des efforts sont faits pour te mettre bien au travail, si ton management n'est pas toxique, que tu t'entends bien avec ton manager, avec ton chef de projet, avec ta hiérarchie, si tu vois que les rapports de façon générale sont humains, déjà tu es sur une bonne piste pour faire en sorte que les choses s'améliorent. A priori, ton employeur est déjà au fait que la qualité de tes outils fait que tu vas pouvoir prendre en charge du travail plus rapidement. Par exemple, tu as peut-être une licence Visual Studio ou alors une licence JetBrains. En fonction du langage sur lequel tu bosses peut-être sur Rider, sur PyCharm, etc. À ce moment-là, ça veut dire que ton employeur a déjà conscience qu'il te faut des bons outils pour travailler convenablement. Si tu es dans cette situation où tous les éléments te laissent penser que ton employeur a conscience qu'un bon environnement de travail fait un employé heureux et un employé productif, à ce moment-là, je te propose la métaphore suivante que j'ai utilisée sur LinkedIn. Dans un tel environnement de travail, imaginez qu'il vous soit interdit de jeter les poubelles et que personne ne soit payé pour le faire. De toute évidence, on va commencer à jeter les poubelles dans les coins de la pièce et au bout d'un moment, il n'y aura plus de place dans les coins de la pièce, ça va commencer à s'accumuler par terre et sur les bureaux. Ça va devenir de plus en plus difficile pour vous de taper par exemple votre code sur votre clavier parce qu'il y a des poubelles par-dessus. Ça va être fastidieux de faire votre travail, ça va pas être agréable d'être dans cet environnement de travail parce que même si on a plein d'avantages, il y a quand même des poubelles partout, ça pue. Et à la fin, si on vous filait un questionnaire pour savoir si votre environnement de travail est de qualité, vous répondriez sûrement 0 sur 5 à toutes les questions. Pourtant, on les a déjà cités plusieurs fois dans cette vidéo, des avantages, il y en a beaucoup. Et ça, c'est pour expliquer en quoi la qualité du code peut impacter votre environnement de travail. Pour rester dans cette métaphore, imaginons que développer une fonctionnalité, c'est prendre deux fils et les connecter ensemble. Sur un projet from scratch, c'est pas bien compliqué de trouver les deux bouts de fil et de réussir à les connecter ensemble, mais si vous êtes dans les ordures, déjà ça va être assez compliqué de fouiller pour trouver les deux bouts de câble et ensuite réussir à trouver le chemin pour les brancher ensemble sans tout foutre en l'air. Oui bon, la métaphore est pas parfaite, faudrait dire que ça c'est des poubelles qui explosent si jamais. Une autre option, si tu sens que la communication passe bien entre toi et ton manager, ton chef de projet, ta hiérarchie, à ce moment-là tu peux mettre en lumière les impacts directs sur le business. Par exemple, la non-qualité a un coût, elle se chiffre, il faut donc faire des audits sur le projet pour savoir le coût de non-qualité du projet. Honnêtement, sur la plupart des projets de plus de 5 ans sur lesquels je suis intervenu, le coût de non-qualité représentait 70% des effectifs, c'est énorme. Et tu peux mettre en place des bonnes pratiques et une philosophie de la qualité sur les projets. Et en général, les signes ne trompent pas, c'est un package qui va ensemble, c'est-à-dire avoir des équipes de tests, bien évidemment des bons outils d'organisation comme Git pour le versionning ou Jira pour l'organisation du projet, une usine de build qui est capable de faire tourner les tests unitaires, les tests auto pour valider des versions et envoyer automatiquement des versions en prod par exemple ou sur les serveurs de test, du coup des serveurs de test aussi. Bref, si rien de tout ça n'est mis en place, ça commence par un audit pour obtenir un chiffre, ça va faire un effet choc et en général ça peut provoquer de la réaction. Mais malheureusement, le troisième conseil que je peux te donner, c'est de partir. Moi, ma carrière elle s'est
faite dans plusieurs secteurs différents et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des secteurs dans lesquels la qualité des projets était plus mise en avant que dans d'autres. Par exemple, dans l'industrie, lorsqu'un projet est mis en place, c'est pour sortir une machine dans 5, 10 ou 15 ans, donc il est hors de question qu'une fonctionnalité qui est validée au bout de 6 mois de projet ne fonctionne plus au bout de 10 ans de projet. De fait, j'ai remarqué qu'il y avait quand même plus volonté à créer une équipe solide dès le début, avec par exemple des architectes, des tech leads, et avec un effort mis sur la conception du projet et sur la qualité de code. A l'inverse, dans la finance, on est beaucoup plus court-termiste. Dans ce secteur-là, les utilisateurs vivent beaucoup au jour le jour, donc ils vont demander des fonctionnalités pour qu'elles arrivent très rapidement. Lorsqu'il y a des bugs, il faut que ça soit corrigé très vite, et c'est souvent l'utilisateur qui vient voir le développeur pour que ça soit fait. Donc ça peut être méga intéressant si tu es stimulé par l'intensité, si tu apprécies la proximité utilisateur, ou si tu veux évoluer en finance pour quitter l'informatique, donc par exemple devenir trader. Mais si tu veux rester dans le technique et que tu as une vision plutôt long terme et qualitative du code que tu produis, alors c'est un milieu dans lequel tu risques d'être plutôt malheureux. Donc voilà, en fonction de l'endroit où tu es, bien évidemment, n'hésite pas à changer de secteur, pas seulement quitter l'entreprise, mais changer de secteur. Parce que si là où tu es, ta voix n'est pas entendue, que tu n'es pas en bonne relation avec ta hiérarchie et ton chef de projet, alors à ce moment-là, vaut mieux partir. Et quitte à partir, autant voir quelque chose de nouveau. D'ailleurs, le monde de l'entreprise est pas mal friand du sujet de l'IA en ce moment. Est-ce que l'IA pourra remplacer les développeurs? J'y avais déjà répondu, mais j'ai trouvé une vidéo d'un de mes confrères qui est vachement mieux structurée et super intéressante, donc je t'invite à aller regarder sa vidéo. Et on se dit à la prochaine!